Voilà, merci bien. Je suis Salih Diouf, directeur de l'NCTP, qui m'a formé et à qui je dois tout. L'N7, je suis de la toute première promotion quand elle ouvrait. Elle a ouvert ses portes réellement en octobre 1976. Je venais d'avoir mon baccalauréat technique. À ses débuts, une partie des étudiants étaient en face du coude que vous connaissez, ce qu'on appelle le camp Géraud. Donc c'est là-bas que se formaient tous les psychologues conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. Tout ce qui relevait de l'industrie. Il n'y avait pas au début les techniques économiques et gestion, donc tout ce qui relevait de l'industrie était au CQD qui s'appelle aujourd'hui le CNQP, le Centre national de qualification professionnelle. Avec l'exiguïté, l'exigence en termes d'équipement, il y a une véritable vision d'État. Constatant que l'IUT d'alors, qui est devenu le SP d'aujourd'hui, disposait d'ateliers qui n'étaient pas suffisamment occupés, l'État, à travers surtout le ministre Feu Kader Fall, paix à son âme, a su toujours négocier avec le ministère de l'Enseignement supérieur et a trouvé juste de rapprocher les deux établissements. C'est alors qu'en 1978, toutes les entités revenaient à l'intérieur de l'ENSUT, bien que les deux écoles ne faisaient que cohabiter. C'est important. Pourquoi je dis que c'est important? Cela a permis la rationalisation de l'utilisation des ateliers qui tantôt étaient vides. Cela a permis que l'N7 complète les équipements de l'ENSUT d'alors qui est devenu l'ESP. Cela a permis aussi le rapprochement des professeurs. Vous n'êtes pas sans savoir, comme je tiens à vous le dire, à plus de 90%, mes professeurs, c'était des Français et des Belges. Et à l'époque, et encore pendant longtemps, dans un même département, par exemple, si je prenais le département génie électrique où j'ai été formé, il n'y avait pas de distinction entre un département génie électrique de l'NCTP et un département génie électrique de l'IUT. Et un prof donc de l'ENSUT pouvait même se retrouver avec son quota horaire entièrement avec les étudiants de l'N7. Et vice-versa, un professeur de l'N7 pouvait se retrouver avec des classes de l'ENSUT. Cela ne posait aucun problème. Un professeur aussi pouvait se retrouver avec une moitié de son quota horaire à l'ENSUT et l'autre moitié à l'N7. C'était véritablement un bon mariage entre l'NCTP et l'IUT d'alors, qui partageaient tout, bien qu'il y avait deux administrations différentes. Voilà un peu au début ce que cela a été l'N7. Évoluant, bien sûr, en 1981, nos premières promotions, on sortait donc de l'N7 pour aller remplacer des collègues qui nous étaient venus de la France dans le cadre de la coopération. Progressivement, il fallait les remplacer. Parce qu'avant, le remplacement posait problème. Parce qu'avant, il y avait l'ENETEM, l'École normale d'enseignement technique masculin, qui formait des bacs plus 2. Et pour tenir des classes de terminale, il faut des professeurs de niveau relativement plus élevé, parce que la majorité des Français qui étaient dans les classes des lycées techniques commençaient à partir. Et l'N7 devrait assurer la relève. Il y avait aussi parallèlement ce qu'on appelait l'ENETEF, l'École normale d'enseignement technique féminin, qui formait aussi au plus haut niveau, c'était des bacs plus 2. Voilà ce qu'était l'enseignement
techniques, les écoles de formation de formateurs avant la naissance de l'ENSET. Et Kader Fall a vu juste qu'il ne fallait pas se contenter de professeurs de niveau Bac+2, mais aussi qu'il fallait des professeurs capables de remplacer des certifiés français qui assuraient des cours dans nos lycées techniques, des agrégés français et belges qui assuraient des cours dans nos lycées techniques. De ce moment, c'était difficile, il y avait un déficit notoire et le Sénégal avait opté de construire plusieurs lycées techniques. Parce qu'avant, il n'y avait que le lycée technique Maurice Delafosse et le lycée technique André Pétavin. Devait s'en suivre les lycées techniques de Limamoulaye, les lycées techniques, je dis bien le lycée technique Limamoulaye, qui semble être aujourd'hui un lycée d'enseignement général, c'est bien un lycée technique. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que ce lycée continue de dépendre du ministère en charge de la formation professionnelle et technique. Il y avait aussi le lycée technique Ahmadou Bamba, réflexion sur réflexion, avançant. On a eu la présence d'esprit aussi de mettre en place le lycée technique de Kédougou, parce que dans cette zone, il y a des mines, il y a tout ce qui est mine à exploiter, or, ainsi de suite. Il fallait donc être prévoyant pour avoir un lycée technique à Kédougou. Pour l'agriculture, il y a eu aussi le lycée agricole de Bignona. Et les lycées ont continué à évoluer. Aujourd'hui, on est à 11 lycées techniques, sans compter les centres de formation professionnelle que le Sénégal a développés. Montrons du coup l'importance de l'ENSET, parce que pour toutes ces écoles, il faut des formations, des formateurs de haut niveau et de qualité et de compétences avérées, justifiant du coup la nécessité de faire vivre l'ENSET qui a la mission fondamentale de former des formateurs de type, des formateurs Bac+4 qui sortent avec un diplôme de KMTP et des formateurs Bac+6 qui sortent avec un diplôme qu'on appelle le KSTP. Mais il ne fallait pas oublier l'orientation, comme je le disais au début. Il fallait aussi former des psychologues, conseillers d'orientation scolaire et professionnelle qui, au sortir, passent ce qu'on appelle un CAF-PC, un diplôme pour le psychologue conseiller d'orientation scolaire. Mais il faudrait encadrer les enseignants dans les lycées. Donc, parmi ces professeurs de compétences avérées, ayant une certaine expérience, on ouvrait le concours pour qu'ils deviennent inspecteurs de spécialité. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter à ça. Il fallait penser à la recherche, ce qui explique le SRAP d'alors, le service de recherche et d'assistance pédagogique. L'ENSET donc a été bien réfléchi. Et bien sûr, le temps évoluant, le nombre d'étudiants augmente, tout comme le nombre de professeurs. Les ateliers de l'ENSET commençaient depuis l'ouverture des formations payantes à être un peu exiguës pour l'ENSET. Il y a eu ce qu'on appelait la fusion des établissements, ENSET, ENSUT, parce que l'IUT était devenu ENSUT, parce qu'auparavant l'IUT ne formait que des techniciens supérieurs, passant à des niveaux plus élevés, l'ENSUT passait pour former des ingénieurs et devenait ENSUT, École nationale supérieure de technologie. On ne peut plus l'appeler IUT, parce que les IUT formaient des Bac+2. Et de l'autre côté, avec l'appui canadien à Thiès, est née aussi l'école polytechnique de Thiès qui formait des ingénieurs de conception. La fusion, c'était quoi? Il fallait fusionner dans un esprit de rationalisation en 1995 l'ENCTP, l'ENSUT, l'école polytechnique de Thiès, et le nom nouveau, c'était École supérieure polytechnique. L'école polytechnique supérieure, donc, évidemment, avait 3 sites. L'ENSET, où nous sommes aujourd'hui, l'ENSUT, qui porte plus le nom ENSUT, mais qui garde le nom de l'EST, et l'école polytechnique qui se situe à Thiès. Cette fusion est allée jusqu'en 2004, au grand constat que quelque part, cela ne pouvait pas continuer. Il y a eu ce qu'on a l'habitude d'appeler, dans notre jargon, la diffusion.
l'INSET ne devait pas repartir de son côté. L'INSUT gardait le nom ESP et l'école polytechnique regarde encore, à l'image de l'INSET, garder son nom d'école polytechnique de Thiès. Voilà ce qu'est devenu cet INSET, qui au début ne sortait que des promotions parfois de 2 classes, parce que le taux d'exclusion, je ne peux pas parler de redoublement, était particulièrement élevé. Et maintenant, les choses évoluent. L'État comprenant finalement des compétences avérées qui sont sorties de l'INSET sont enseignants aujourd'hui à l'INSET, enseignants à l'école supérieure polytechnique, enseignants à la FASEG, pour vous dire que cette école sort un produit de qualité. Parce que ceux qui sont sortis ont réussi à poursuivre les études, cela veut dire qu'ils ont eu la base nécessaire, requise pour faire les études de 3e cycle. C'est ainsi que certains sont allés même assurer des formations en France, ont été recrutés en France, ont fait leur 3e cycle et ont continué à travailler en France. D'autres ont pensé à revenir, comme quelques-uns, vous en avez ici, au niveau de l'école. Le cadre a complètement changé. De cette diffusion, vraiment, il fallait repenser l'école. Il fallait reconstruire l'école, puisqu'on est à l'étroit avec les ateliers de l'INSET, et le ministère en charge de la formation professionnelle a eu l'idée, à travers les assises de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui ont eu lieu en 2001, est né alors de ces assises ce qu'on appelait la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Qu'est-ce que cela exigeait? Que l'on construise donc des ateliers à l'INSET, qu'on construise des amphithéâtres à l'INSET, des salles de cours, des laboratoires spécialisés. Qu'est-ce que cela impose aussi à l'INSET? Des filières nouvelles, où parfois c'est des maîtres qui forment des maîtres, que l'INSET apporte la solution. Et en ouvrant encore des filières nouvelles. Mais aussi, l'INSET, grandissant, prenant en compte les innovations et les exigences des différents métiers, a ouvert de nouvelles filières. Parce que tout au début, il y avait BS1, BS2, BS3. On ouvrait alors dans la foulée l'économie familiale. Et aussi, il y avait les psychologues, conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. BS1, BS2, BS3, ça ne faisait que 3 filières dans le département de technique industrielle. Aujourd'hui, on est à 14 filières dans le département des techniques industrielles. Était né aussi, pour l'enseignement de l'économie et de la gestion, une filière qui est devenue aujourd'hui le département technique, économique et de gestion, qui a démarré seulement avec la formation de professeurs de technique quantitative de gestion et de professeurs de technique économique. Aujourd'hui, ce département a encore grandi avec d'autres filières, avec des filières nouvelles, l'informatique de gestion, marketing et management des organisations et informatique de gestion. Et donc, on trouve avec toujours le sens de la créativité et de l'ouverture de filières en réponse aux besoins des profils attendus de formateurs par nos lycées techniques qui doivent former justement les techniciens qui peuvent prendre en charge l'économie de la nation. Voilà pourquoi l'INSET continue à ouvrir des filières nouvelles pour répondre aux besoins du ministère de la formation professionnelle, mais sans oublier le ministère de l'Éducation, parce qu'au ministère de l'Éducation, vous avez les professeurs d'économie familiale, les professeurs d'éducation technologique, tous sont formés ici à l'INSET. Ce n'est pas seulement cela les besoins. Les autres ministères en ont besoin. Je peux citer aujourd'hui le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est ouvert dans ce ministère, et c'est de l'intelligence, parce qu'on a besoin de techniciens de niveau Bac+2, et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en parfaite intelligence avec le ministère de la Formation professionnelle, ouvre aussi ce que nous appelons les ISEP qui forment les Bac+2. Et bien que le ministère de la Formation professionnelle forme des Bac+2, des BTS, une étude est menée
pour qu'il n'y ait pas de redondance dans ces formations. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup plus à faire. Si vous allez dans ces ISEP, bon nombre de formateurs sont des produits de l'INSEP. Voilà rapidement ramassé. Au moment où nous en sommes aujourd'hui, l'INSEP a formé en termes d'inspecteurs, de spécialités, de professeurs d'enseignement moyen et de professeurs d'enseignement secondaire technique, de psychologues, conseillers et d'inspecteurs, plus de 3000 ressources humaines que je pourrais peut-être un jour vous présenter en détail. Mais on ne s'est pas arrêté là. Avec la faiblesse des budgets, l'intelligence était qu'il fallait créer des ressources, générer des ressources. Donc on ne s'arrête plus à ces missions conventionnelles que ce qu'étaient les missions de l'INSEP, former des formateurs, former des psychologues conseillers, former des cadres de contrôle, appuyer la recherche. Il fallait donc ouvrir d'autres filières porteuses telles que le commerce international, les banques, assurances et d'autres masters. C'est ce qu'a fait l'INSEP en ingénierie conseil de la formation, en produit de services de ces masters qui fonctionnent très bien et bientôt aussi des programmes qui sont déjà écrits parce que vous savez qu'il y a une demande forte au niveau de la gestion des établissements parce que dans les établissements, qu'il s'agisse d'établissements d'enseignement technique, de formation professionnelle ou d'enseignement général, on se référait beaucoup plus à l'éthique de la personne, à son ancienneté pour le nommer chef d'établissement. Or, un chef d'établissement, c'est un métier. C'est un métier parce que c'est un manager. Il ne s'agit pas d'être un bon enseignant pour être un bon manager. Et nous avons créé aussi un master dans ce sens pour la gestion des établissements. Mais on ne s'arrête pas là avec notre imagination. Vous savez que dans les collectivités locales, vous avez des responsables en matière d'éducation, des cellules qui s'occupent d'éducation, et les titulaires de ces masters seront capables de gérer un établissement, mais aussi de gérer des divisions dans des collectivités locales ou même de gérer des divisions dans des ministères, qu'il s'agisse fondamentalement des ministères en charge d'éducation, de formation. Voilà, de point de vue profil, ce qu'ils sont capables de nous apporter. Rapidement, ces techniciens, ça fait plus de 3000 aussi, ces techniciens que nous avons formés et qui ne vont pas directement enseigner, mais qui finalement vont chercher un emploi avec leur licence professionnelle en banque assurance, en commerce international, leur master en ICOF, ingénierie et conseil, leur master en commerce et produits, qui vont aller directement dans le milieu industriel. Voilà rapidement ramassé l'INSEP de 81 à 2018 et qui en a encore besoin, qui court derrière des équipements, l'INSEP qui est capable. Une fois que ces ateliers, nous saluons vraiment les avancées, mais les équipements, il y a quelque chose à faire. Une fois que nous serons équipés, nous serons capables de générer les ressources requises et d'ouvrir de nous-mêmes, sans certainement un grand apport de l'État, de faire fonctionner d'autres filières pour le développement d'une nation. Merci beaucoup. C'est le ministre Mamadou Talla aussi, pour vous dire, qui est un produit de cet INSEP. C'est de là qu'il a obtenu son KSTP pour poursuivre sa carrière. Aujourd'hui, il est ministre. Et ce n'est pas le seul. Bien d'autres. Quand vous regarderez la carte d'invitation, parmi ces illustres personnages, vous pouvez en retrouver d'autres. Les Boubacar Sidine Si, qui est sorti d'ici, qui est docteur et qui est professeur aujourd'hui à la FASTEF, comme je le disais, beaucoup de professeurs quand même sont sortis de l'INSEP et ils sont en exercice à la FASTEF, à la FASEC, à l'ESP, à l'INSEP bien sûr. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les directeurs généraux, le directeur général de l'APIX est un produit de l'INSEP, le directeur général de l'Office national de la formation professionnelle, le directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, pour ne citer que cela. Même tout juste à côté de nous, le gestionnaire de la Banque mondiale est sorti de l'INSEP.
vous pouvez retrouver à la présidence les ministres conseillers Aziz Mbaye, et bien avant Aziz Mbaye, vous avez eu d'autres ministres, les Awa Gueye Kébé, etc., qui ont été ministres et qui ont fait leur preuve. C'est des produits de l'INSEP. Et qui participent dans la mise en place de partenariats, parce que nous avons beaucoup de partenaires quand même, parce que nous commençons à nous distinguer en Afrique, ce qui était fait, parce que ces 17 nationalités africaines qui ont connu leur formation ici à l'INSEP, mais aussi on est ouvert à l'étranger et nous collaborons et nous assurons des formations, par exemple avec l'université d'Aix-Marseille, où nous avons eu la chance de former ensemble, dans un cadre partenarial, des masters. Les Sénégalais ont suivi ces formations, une partie de leur formation en France, une partie de leur formation ici. Bien qu'il ne s'agisse pas de co-diplomation, et dans le cadre d'Erasmus, le projet a été ficelé comme cela. Avec Bordeaux, c'est exactement la même chose, et avec Clermont-Ferrand aussi, c'est exactement la même chose. Mais nous n'avons pas que l'Université de Bordeaux, l'Université de Clermont-Ferrand et l'Université de Bordeaux. Nous avons au Canada l'Université du Québec à Rimouski, et nous avons l'IHE, l'Institut des hautes études de Paris, qui est un établissement privé de haut niveau et qui s'est implanté dans certains pays africains aussi, bien que l'école mère est à Paris et qui est aussi un nouveau partenaire. Mais pour vous montrer que c'est attrayant, je vous dois dire aussi que la Belgique a beaucoup contribué, tant d'un point de vue des professeurs, mais d'un point de vue accompagnement important, dans la révision de nos programmes, mais aussi dans l'achat d'un nombre important d'outils pour mener à bien nos enseignements, d'un nombre important d'équipements pour bien mener nos enseignements, mais aussi d'outils pour notre salle de visioconférence, et parce que nous comptons mener à bien des enseignements à distance, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'APF de la Belgique, mais aussi il y a l'Organisation internationale de la francophonie qui est avec nous pour la formation à distance, puisque nous avons fait notre preuve. Je salue aussi l'accompagnement de la direction de l'informatique qui est juste là à notre côté, la DISI, et qui est avec nous dans ces formations à distance, et même plus que la formation à distance. Parce que dans le cadre de l'ICOF, la formation aujourd'hui est entièrement à distance. Avec l'OIF, nous avons des formateurs du ministère de la formation professionnelle et nous avons écrit nos cours pour l'enseignement à distance et qui a déjà été testé, et nos collègues formateurs qui sont dans les lycées techniques, dans les centres de formation professionnelle, qui avaient un déficit en matière d'approche par compétences, tout a été écrit ici pour leur assurer une formation à distance avec l'accompagnement de l'OIF que je salue ici. Bref, pour ne dire que cela, cette journée, en quelque part, va contribuer à nous faire voir mieux, à travailler la visibilité, davantage travailler la visibilité de l'INSEP, parce que nous sommes connus un peu partout. Je disais que, surtout à travers l'Afrique, nous sommes une des écoles qui se distingue. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas en reste, parce que nous travaillons à travers un partenariat impulsé par le ministre, le professeur Marito Niang, avec la Corée. Et donc, dans ce cadre où il y a plusieurs établissements, l'établissement choisi comme établissement de référence, c'est notre cher INSEP, l'Institut, qui nous a donné tout et que nous ne devons pas croiser les bras. Avec l'accompagnement de nos autorités, Inch'Allah, nous arriverons à un établissement bien garni, bien fourni, en équipement adapté et dans des filières diversifiées pour une offre de formation diversifiée en réponse aux besoins donc des différents ministères, particulièrement le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, le ministère de l'Éducation nationale, mais le ministère de l'Enseignement supérieur qui a besoin de notre produit pour les ISEP, mais aussi le ministère de l'Agriculture. C'est ici aussi que les professeurs dans le domaine de l'agriculture et techniques agricoles, techniques
horticoles, etc., ont déjà été formés. Le ministère de l'économie maritime aussi, pour la formation de ces techniciens à l'école de marine. Aussi à l'école d'océanographie de professeur, c'est ici que nous les formons. Voilà un peu rapidement ramassé.